Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Alphonse Sartou. Bonjour Alphonse. Bonjour. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Sigu, implantée à Montreuil. Vous avez fondé votre agence en 2003 avec plusieurs associés qui sont aujourd'hui Camille Bénard, Guillaume Renard et Julien Franc-Walgreen. Vous étiez alors étudiant à l'école d'architecture de Paris-la-Villette quand vous avez fondé cette agence. En 2012, vous avez reçu le fameux prix des albums des jeunes architectes et paysagistes, les AJAP. Vous avez débuté autour de l'idée du faire et avez progressivement introduit, je cite, une pratique transdisciplinaire au croisement de la pensée, de la fabrication et de la poésie. Approche instinctive, sensible, du lieu et de la matière, passion du détail, confrontation des échelles, vous permettent de penser des projets sur mesure. Des projets où la matérialité compte beaucoup. Des projets où les mécanismes fonctionnels sont vecteurs d'esthétique. Commençons par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture, vos études? Et à la fin, pourrez-vous évoquer le parcours de vos associés, puisque vous vous êtes revendiqué comme un collectif, donc je pense que c'est important. Donc tout d'abord, oui, sur je pense que l'envie d'architecture, elle est peut-être née très tôt, dans la période de l'enfance à la campagne. Alors, j'ai grandi en Creuse, un tout petit village où il y avait 10 habitants, au milieu de la forêt. Donc il n'y avait pas beaucoup d'architecture en soi. Mais en fait, c'est un pays assez particulier, parce qu'en fait, il y a une culture constructive. On parle souvent des maçons creusois qui sont montés à Paris pour tailler la pierre à l'époque d'Haussmann. Et là-bas, en fait, les villages sont assez particuliers, comme on en trouve dans plein de campagnes, mais avec une écriture assez forte sur le travail de la pierre, du granit en l'occurrence. Et donc j'ai grandi dans une maison que mes parents avaient achetée dans les années 70 et qu'ils ont retapée, et qui en fait a toujours été un chantier qui s'est jamais arrêté, qui est toujours pas fini. Je crois qu'il y a peut-être de ça, en fait, dans la genèse dans cette envie de faire de l'architecture. Peut-être de finir un jour? Pas forcément. Non, je crois que faut juste continuer, en fait. Mais je crois qu'en fait, de cette période-là est née l'envie d'imaginer l'architecture comme un mouvement perpétuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de finitude, on n'est pas pour clore des choses, mais pour constamment les adapter. Et ce sujet aujourd'hui des granges, des gens qui quittent la ville, vont à la campagne, est extrêmement d'actualité aujourd'hui. Et on se rend compte qu'en fait, ces bâtisses, quelles que soient les périodes, ont su accueillir, que ce soit des animaux. Moi, ma chambre était dans la grange, où avant il y avait les tables, les vaches, les cochons, et puis mes parents ont étendu la maison comme dans beaucoup de ces maisons en Creuse où elles étaient petites, en granit, avec des petites fenêtres, peu de lumière naturelle. Et la grange, en fait, était un très grand volume ouvert, disponible. Et donc, tout le monde a fait des extensions. Et vos parents, peut-être vous répondez ou pas, comme vous le souhaitez, quels étaient leurs métiers? Ils venaient de la ville? Ils étaient originaires de la Creuse? Non, ils ont grandi en région parisienne et ont décidé en fait de quitter Paris et d'aller s'installer là-bas. Et ils ont pris cette maison il y avait quasiment pas d'eau, il y avait l'électricité, chauffée au feu de bois, c'était quasi primitif. Ouais. Et donc voilà, je crois qu'il y a ce rapport-là à l'idée d'habiter, de comment habiter, qui s'est quand même pas mal ancré, en fait, je crois, dans cette période-là.
Et puis après, il y avait la forêt, les cabanes, évidemment, mais Oui. comme un terrain de jeu en fait assez illimité. Enfin, aujourd'hui, voilà, je vis à Montreuil, mes enfants grandissent dans la ville ou la campagne, il faut choisir. Vous avez l'occasion d'y retourner? Oui, 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 évidemment. Mm. Euh, mais enfin, il y avait cette idée de l'illimité est aussi assez forte quand on grandit là-bas. Parce qu'il n'y a pas de territoire, il y a des propriétés privées, mais en fait, la forêt, finalement, appartient à tout le monde. Et quand on est enfant, c'est un terrain de jeu où il n'y a pas de barrière, en fait. Et on peut se l'approprier. En fait, on faisait des cabanes. Je vois, on a fait une cabane qui faisait peut-être 300 mètres carrés, je me rappelle. Après, enfin, il y a plein de lieux, enfin, dans ce Donc, petit village comme ça, ouais. je pense, ont ancré une manière d'habiter les espaces, de se les approprier. Beaucoup de bâtiments abandonnés aussi. Je pense qu'ils ont donné un goût pour l'architecture, aussi l'envie d'habiter des choses qui ont déjà une histoire, en fait. Et je crois que dans la manière dont on pratique l'architecture aujourd'hui, chez Sigu, c'est quelque chose assez présent, en fait. Déjà, regarder ce qui est là, pourquoi il est là, comment il a été fait, pourquoi il a été fait, pour ensuite travailler avec. Donc, après, vous êtes rentré, vous êtes monté à Paris Oui, pour oui, faire oui, vos bien sûr. études? Oui, oui. J'ai une grande sœur qui est montée à Paris avant moi et qui s'était lancée dans les arts appliqués. Donc j'ai eu l'occasion d'aller voir un peu, visiter son école. Je pense que ça m'a donné des envies. Donc j'ai passé le bac en Creuse, économique et social, rien à voir avec l'architecture. Et puis voilà, il a fallu choisir une direction. Et je crois que l'idée de faire de l'architecture est arrivée un peu comme ça. C'était pas un truc mûri depuis longtemps en termes de projets et d'études en fait. Après j'ai grandi à faire des chantiers, des travaux pendant toute mon enfance, à aider des amis de mes parents quand ils retapaient des maisons. Donc c'était quand même le sujet de la construction, retaper des maisons était extrêmement présent. Donc au final c'est venu un peu comme ça, mais c'était une évidence assez rapide, comme une espèce de poursuite finalement de ce que j'avais exploré pendant l'enfance. Mais j'ai décidé de faire de l'architecture intérieure d'abord. Donc j'ai postulé pour pas mal d'écoles d'architecture parisiennes et j'ai postulé aussi à l'école Boulle en archi intérieur et j'ai été pris. Donc j'ai fait un BTS là-bas j'ai fait 3 ans, une année de mise à niveau et 2 années de BTS et ensuite j'ai rejoint l'école d'architecture de Paris-La Villette pour continuer le cursus jusqu'au diplôme. Et c'est là que j'ai rencontré en fait mes associés à l'époque. D'accord. Donc, en récapitulant, vous étiez confronté à la matière durant toute votre enfance et après vous intégrez l'école Boulle où il est question aussi de matière. C'est important. Effectivement, La présence des ateliers ouais. est quelque chose d'important là-bas. Alors, sauf que la réalité, c'est que quand on étudie l'architecture intérieure à l'école Boulle, Oui. on va pas dans les ateliers. Ah, Ouais, oui. ouais, C'est dommage. ouais. Alors, il y a des stages d'organiser, on fait une journée de sensibilisation, on visite les ateliers. Mais en fait, il n'y a pas en tout cas à l'époque où j'y étais, il n'y avait pas de pédagogie globale qui essayait de réunir les métiers d'art et ce qu'on appelait les arts appliqués. Ce qui est assez dommage, en fait. Donc, au final, je suis pas resté aussi, je pense, parce qu'il y avait cette espèce de frustration, en fait, d'être aussi proche de ces outils-là, ces possibilités pour fabriquer et faire l'architecture différemment. Mais vous avez eu votre BTS? J'ai eu mon BTS. Ouais. Donc vous avez la double, vous êtes archi d'intérieur? Oui, Oui, enfin, enfin, j'ai pas le diplôme supérieur. oui, qui vous permet de l'exercer en temps d'accord. Enfin, Mais oui. ouais. Enfin, Mais l'architecture effectivement. d'intérieur n'est pas réglementée, donc on peut Oui, porter. voilà. Puis vous êtes architecte. Non, et en fait, en arrivant à la Villette, c'était un autre monde où l'école Boulle est une école très structurée, très bienveillante, où on est des petites classes. Voilà, j'ai appris plein de choses. Et puis en fait, arriver à la Villette, c'était une espèce de terrain de jeu énorme, mais il n'y avait plus de cadre. On pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait ne pas aller à l'école. Voilà. Et en fait, ça m'a donné pas mal d'air, je pense, pour se poser des questions un peu plus fondamentales sur comment pratiquer ce métier. Et puis en fait, dès la 2e année, c'est là où j'ai rencontré mes associés. Et Vous êtes c'était... entendu tout de suite? Non, enfin si, on s'est entendu tout de suite. Ça s'est pas monté. Donc au début, on était 6. Moi, je suis arrivé peut-être un an après. Donc il y a eu déjà quatre associés qui
qui ont monté la structure, que moi j'ai rejoint un an après. Ça s'est monté en fait par des opportunités de projets très concrets. Donc, via des contacts, voilà, des gens qui nous ont proposé des aménagements intérieurs, des projets de bureaux, de rénovation d'appartements. Donc assez vite, on a monté une structure, en fait, qui était une SARL de menuiserie à l'époque. Donc, il y avait un vrai sujet, étant encore étudiant, de se dire comment, en tant qu'étudiant, je peux monter une société d'architecture. Donc on a compris que on n'avait pas le droit. Et en fait, la menuiserie a été un vecteur, ou en tout cas une raison sociale, pour parler juridiquement, de ce point-là, qui nous permettait à la fois de dessiner, de faire des études, et de fabriquer. Parce qu'en fait, voilà, le générateur, en tout cas, du projet de Sigu, ça a été de fabriquer les choses, qui était quelque chose qui était complètement absent de l'école. Oui, finalement, vous avez vous-même créé vos travaux pratiques. C'est ça. C'est incroyable. À la fois, à l'école Boulle, il y avait des outils qui étaient Ouais. là, et on aurait pu pratiquer ou apprendre l'architecture par ces outils-là. Mais voilà, ils n'étaient pas accessibles. À la Villette, ils étaient, je veux dire, quasi inexistants parce que pas de moyens. Alors, il y avait un atelier maquette, mais tout petit, où on faisait des maquettes, on ne faisait pas des choses échelle 1. Et puis, il y avait un prof à l'école de la Villette qui s'appelait Xavier Juillot, qui, lui, faisait travailler ses élèves à l'échelle 1 et faisait des expérimentations hors les murs, et en fait, qui nous fascinait pas mal. Donc il y a 2 de mes associés qui ont fait leur diplôme avec lui, qui sont allés jusqu'au bout de l'expérimentation. À l'époque où on était à la Villette, il y avait aussi tout le collectif Existe qui venait de passer son diplôme, où ils avaient fabriqué une structure en dehors de l'école. En fait, ils étaient allés sur le bord du canal de la Villette, juste à l'entrée du parc, et ils avaient fabriqué une structure qu'ils avaient habitée, comme ils ont déployé plus tard dans beaucoup de leurs projets. Et ça a été assez fascinant. D'un seul coup, on se disait, tiens, il y a un territoire, une manière de faire où tout ne se passe pas forcément sur le papier, avec des ordinateurs. Et en fait, on peut parler d'architecture en la fabriquant directement, en l'habitant. Donc, où il y avait aussi ce rapport au corps qui était assez important. L'espace est quelque chose qui est quand même habité et traversé par nos corps. Le fait que ça reste sans cesse que sur du papier ou des écrans paraissait en fait un peu réducteur et un peu absurde aussi, de ne pas le comprendre par le vécu. Donc voilà un peu comment est né le projet. Vos associés, alors Mes associés. Oui. Donc je disais, à l'époque, on était 6. Aujourd'hui, on est 3 associés qui restent du groupe initial, rejoints par un 4e, Julien, qui on travaille depuis une dizaine d'années maintenant. Donc je parlais de Camille et Guillaume, mes 2 autres associés, qui eux ont eu des parcours un peu différents. Je pense qu'ils ont eu aussi des enfances à la campagne, à bricoler pas mal. Enfin, je pense qu'il y a un passif aussi autour de cette idée de faire des choses avec ses mains. Guillaume, il a grandi dans une casse automobile, de garage, de réparation, toute cette idée aussi du véhicule, de l'outil, de tout cet univers-là. Camille, un peu comme moi, a grandi dans une maison retapée par ses parents du côté de Tours, a fabriqué des objets, a fabriqué une perceuse colonne tout seul à 7 ans. Des anecdotes comme ça. Donc je pense qu'on s'est retrouvés, qu'on s'est rencontrés, il y a eu cette évidence en fait autour de cette idée de fabriquer qu'on pratiquait tous comme un hobby, mais en fait qui est devenu aussi une espèce de passion et d'évidence en fait. C'est-à-dire on apprenait tellement de choses en faisant ça qu'en fait c'est devenu assez vite complémentaire. Aucun de vous n'a des parents archi ou Non. C'est vraiment d'accord. Et du coup, cette complémentarité qui s'est établie un peu pour tous au moment de l'école. Je crois qu'au début, il y a eu une espèce de rejet un peu adolescent, post-adolescent de l'école. L'école, c'est nul. C'est pas là qu'on va apprendre les choses et il faut qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Il y avait aussi l'envie, je pense, de ne pas rentrer dans la case. Oui. L'idée de se retrouver en agence derrière un ordi et faire de l'AutoCAD toute la journée, c'était pas un idéal. Donc on a un peu en fait construit notre propre idéal très vite. Donc en fait très concrètement, ça se résumait on prenait quasiment des journées entières par semaine à se retrouver
Donc on a eu l'opportunité, via 2 des associés qui partageaient un atelier à l'époque à Belleville, d'avoir un lieu. Et en fait, ça, je crois que ça a été aussi assez générateur pour créer un peu le ciment, pour se rencontrer, avoir un lieu de partage, un espace de débat aussi. Quand, mine de rien, à l'école, il n'y a pas beaucoup de débats. On apprend, on écoute, il y a des travails de groupe, on partage avec certaines personnes, mais on ne va pas très loin, je crois, au final, dans les idées. Et en fait, là, on était livrés à nous-mêmes face à des propositions de projets concrètes. Dessine-moi une table, aménage-moi mes bureaux. Et en fait, on prenait tout ça très au sérieux. Donc, peu importe l'échelle, en fait. Faire une bibliothèque pour des livres était aussi important qu'un projet de 300 logements qu'on faisait à l'école à côté, pour réinterroger tout le process, la manière de faire. Et très vite aussi, il y a des choses très concrètes qu'on n'abordait pas à l'école qui sont apparues. C'est combien ça coûte, comment je chiffre les choses, combien vaut mon temps, combien vaut le travail manuel, quelle est la différence entre valoriser un travail intellectuel versus valoriser un travail manuel. Et en fait, toutes ces notions nous ont amenés à redéfinir en fait le métier. Vous pensiez déjà à la pérennité des matières que vous traitiez ? Je crois. Je dirais pas que c'était posé comme ça, mais il y avait en tout cas une envie de rentrer dans la matière, de se l'approprier, de la manipuler, de la comprendre en fait en la manipulant. Là où la feuille et l'écran ne permettaient pas de comprendre ça. Alors, quel chemin parcouru, puisque vous avez livré, par exemple, une boutique Saint-Laurent à Londres. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est: est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Oui et non. Le sentiment de l'accomplissement, je pense personnellement, il sera jamais là. Ouais. Comme je disais au début, voilà, c'est la un maison dans travail laquelle j'ai permanent. grandi, ça sera jamais fini, il ne faut pas que ça se finisse, et dire que c'est fini, c'est faux. Ouais. Accompli, en fait, dans le sens où on a monté notre projet avant de sortir de l'école, en fait, on n'a pas attendu. Donc il y a une forme d'accomplissement là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, on a généré notre propre projet de vie professionnelle, la passion, voilà, en gros d'articuler toutes ces choses-là en une. Donc oui, là-dessus, il y a un vrai accomplissement. Ouais, dans le sens où ça a pris forme Exactement. et que vous avez réussi à grandir. Ouais. Et à tenir dans le temps. Je pense que Ouais. c'est Bien sûr. un peu un challenge. Ouais. Alors, donc, pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets dans les domaines de la culture, du commerce, de l'habitat, en France et à l'étranger ? C'est assez dur de parler. De synthétiser tout Oui, ça. parce qu'en fait, mine de rien, on en a fait beaucoup. Des fois, on compte. Donc ça fait Combien 17 ans aujourd'hui. Ouais. Et je crois qu'on était arrivé à 275 projets réalisés. Ouais. Alors de très petite échelle, mais mine de rien, c'est une espèce d'accumulation d'histoires, de rencontres, de contextes. Et puis, je pense que pour nos éditeurs aussi, il faut peut-être souligner que si ce sont de petits projets, vous rentrez énormément dans vos projets et vous allez vraiment dans le détail, dans la réalisation. Du coup, je pense que ça peut prendre autant de temps qu'un grand projet. Effectivement. Ouais. Ouais. Souvent, dessiner un meuble ou une chaise peut prendre autant de temps que de dessiner un bâtiment. Et puis, vous n'êtes pas dans la répétitivité. Non. C'est vraiment Non. quelque chose je de crois dédié. Que ça, c'est un truc fondamental, c'est que avant de parler de typologie de projet, il y a un peu une méthode qui a évolué pendant toutes ces années. Mais il y avait une règle de jeu au début qui était on ne refera jamais la même chose. Même les projets au début, on faisait des bibliothèques, des tables, des aménagements d'intérieur, des cuisines. À chaque fois, on disait qu'il faut que le projet soit en fait un prétexte pour explorer, pour aller chercher et apprendre, en fait, apprendre des choses. Et puis en parallèle, on se disait chaque projet doit nourrir, on doit réinvestir. Donc chaque projet, on achetait une machine aussi. Il y avait une espèce des règles de jeu comme ça. Et une machine qui servait à quoi ? À couper du bois, par exemple. Donc oui, non, et c'est aussi comme ça qu'on a pu se créer un outil de travail. Donc il y avait le lieu, après il y a eu l'outillage. Il y avait ces règles de jeu de chaque projet était une exploration, quel que soit en fait le sujet. Et au final, la question des typologies n'a jamais été vraiment un sujet central. Pour nous, ça a plutôt été une histoire de rencontre avec des gens.
et qu'on peut avoir un très bon projet d'appartement comme un très mauvais, et idem sur des boutiques. Il y a peut-être un point sur la... Enfin, au début, on a beaucoup fait d'appartements, parce que c'était le réseau des gens, de familles, d'amis. On faisait des appartements, on a fait une cuisine, on a fait une table. On était beaucoup dans voilà, l'aménagement de l'habité, la réhabilitation d'appartements, l'extension de maisons en banlieue, enfin, tous les sujets qu'on traite quand on est architecte à Paris. Après, il y a eu un peu des déclencheurs qui ont fait aujourd'hui, on fait beaucoup de boutiques. Mais vous aviez un premier client, il me semble, pour les boutiques. Alors, comment on a fait des boutiques? Comment on y est arrivé? Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est ça n'a jamais été un souhait, Oui. une stratégie concrète de dire on va faire des boutiques, on va devenir architecte de boutique. La manière dont c'est arrivé, c'est qu'on a dessiné une table pour un appartement, pour une amie d'amis qui faisait des jeans. Alors, il y a besoin d'une grande table de 4 mètres de long pour dérouler ses toiles. Fallait que, voilà, tout ça, ça glisse. Donc, on lui a fait une table. Un an plus tard, il y a la boutique Merci qui s'est installée boulevard Beaumarchais et qui voilà, a annoncé qu'elle cherchait des jeunes designers. Donc, on y est allé, on a montré notre book. Et cette table leur a plu. Donc, en fait, on l'a vendue chez Merci pendant pas mal d'années. On la fabriquait dans nos ateliers. Les gens la commandaient, on la fabriquait, on la livrait. Et en fait, via Merci, on a rencontré Aesop, qui, à cette époque-là, avait ouvert une boutique rue Saint-Honoré et faisait en parallèle un pop-up chez Merci, qui avait été fait par l'agence March Studio, les Australiens, qui avait très bien marché. Et du coup est venue l'idée de pérenniser un peu Aesop chez Merci. Et donc on les a rencontrés à ce moment-là et on leur a fait un petit stand autonome où il y avait un évier, des réservoirs, tout ça, qu'ils ont adoré. Et là, on a fait leur boutique rue Vieille du Temple. Donc Aesop, pour nos auditeurs, oui. Ce sont des produits cosmétiques? Oui, marque cosmétique australienne qui aujourd'hui voilà, est présente partout dans le monde. Et en fait, à l'époque où on les a rencontrés, Aesop se développait à l'international, avait déjà pas mal d'années d'existence en Australie. Et leur idée était de se dire chaque boutique doit être différente, chaque boutique doit être unique. Déjà par le contexte d'où elle s'implante et parce qu'on va demander à chaque fois des architectes différents, des designers différents de les dessiner. Différents, mais vous en avez fait 13, je crois. Oui, enfin, aujourd'hui, je ne compte plus. Oui, Donc, c'est une toute petite portion. D'accord. Mais au final, cette manière de faire les boutiques était assez proche d'une réflexion d'architecte, plus que on va dire, de designers qui font de la boutique. Il y a un dépouillement, c'est ça? Il y a un dépouillement, mais en fait, il y a déjà une attention au contexte. C'est-à-dire quand ils choisissent un endroit, c'est très très précis. Ils vont dans des quartiers qui ne sont pas forcément évidents, où il n'y a pas déjà d'autres boutiques. Enfin, ils ont toujours essayé un peu de jouer comme ça au décalage, à aller à la frange, un peu dans des endroits où il n'y avait pas encore on va dire, de flux naturel de gens. Et quand on a fait cette boutique rue Vieille du Temple, c'était une boutique où c'était un marchand de tapis. Toute petite boutique remplie de tapis, sol, mur, plafond. Et en fait, la première chose qu'on a faite avant de dessiner, c'est de demander un curage pour enlever tout ça. Et ça, c'est une démarche qui se passe assez rarement quand on fait de la boutique. En général, on fait une boîte blanche, on prend un peu de marge avec les murs et puis on dessine. Nous, il y avait vraiment une envie de comprendre déjà le bâtiment, l'immeuble, le rapport à la rue, et puis au final, le rapport à la cour intérieure qui est dans cette boutique, qui est toute petite, qui a permis de la doubler. Et en fait, en enlevant les tapis, en enlevant le doublage, on a découvert une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. On a découvert une poutre en bois massive, en chêne, énorme, qui traversait le plafond. Et en fait, ces éléments-là sont aussi devenus des points d'accroche pour dessiner les choses. Et en fait, toute cette démarche a été très portée par Aesop. Pour offrir au final une boutique qui s'adresse à la rue autant qu'à son immeuble, à sa copropriété. Et en fait, on a créé un jardin à l'intérieur de cette cour intérieure. Donc il y a vraiment cette idée de réfléchir au-delà des limites à chaque fois qu'on fait un projet. La manière, quand on fait un projet d'urbanisme, on ne regarde pas que le quartier, on regarde la ville. Et je pense que ça, c'est une pratique, en tout cas, qu'on a appris, qui vient de l'école
L'architecture, on dit toujours, quand tu dessines un bâtiment, quand tu dessines un quartier, quand tu dessines une maison, regarde ce qu'il y a autour, comprends. Ne pas poser l'objet, Non, mais voilà. au contraire... Comprendre l'histoire aussi, Ouais. c'est-à-dire que les lieux ont des épaisseurs, et de s'insérer là-dedans et de tisser avec. Et je pense qu'à cette époque-là, en fait, quand on a fait cette boutique, et ce que Aesop faisait avec chacune de ses boutiques, allait complètement à l'encontre de la culture du retail né des années 90 avec ses architectures iconiques, génériques. C'était la même dans le monde entier, qu'on soit à Paris, New York, Tokyo. C'était exactement la même réponse qui s'adaptait un peu au coq, mais où il n'y a pas du tout de réflexion sensible sur les villes, les lieux, les habitants, les cultures locales. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Oui, je crois que ça a beaucoup Voilà. changé de toute Donc, façon. mais à cette époque-là, ils étaient précurseurs. Donc on s'est un peu allé dans le retail avec cette approche-là. Je pense que ça a fait que c'est devenu un sujet qui était cohérent avec notre manière de pratiquer les choses, et que c'était un nouveau terrain de jeu exploratoire. On avait en fait aussi des possibilités en termes de budget, très clairement, qu'on n'avait pas quand on bosse pour des particuliers, et qui nous a permis en fait aussi de développer beaucoup de travail sur la matière, sur des collaborations avec des artisans. Avec Aesop, par exemple, on a travaillé avec un verrier pendant plein d'années, où à chaque projet, on allait un peu plus loin. C'était quelqu'un qui faisait de la verrerie de laboratoire à la base, donc des tubes à essai, des béchères, des objets de petite taille. Et petit à petit, on l'a emmené à faire le dernier objet qu'on a fait avec lui, c'est une lampe de 4 mètres de long, 30 cm de diamètre, tout en verre, assemblé. Et en fait, c'est un peu toutes ces histoires de collaboration qui ont fait qu'on a pas mal évolué dans la pratique, en fait. À l'origine, il y avait aussi cette règle de jeu qu'on fabriquait tout ce qu'on dessinait. Et puis plus c'est allé, plus on a réduit le champ de ce qu'on fabriquait. Premier appartement qu'on a fait, on a tout fabriqué. Donc sans se poser de questions, on a fait de l'élec, de la plomberie, de la plâtrerie, du placo. Et puis on l'a fait qu'une seule fois. C'était une très grande générosité. Oui, il y avait la générosité, effectivement, de la part du client surtout. Parce qu'on n'avait aucune qualification pour le faire. Mais on l'a fait, et en fait, ça a été, à chaque fois qu'on faisait ça, c'était un apprentissage, en fait. On découvrait ce que c'était du placo-plâtre, comment ça se fixe, comment on attache ça à un bloc-porte. Oui, toutes vous avez ces appris notions-là sur votre qu'on chantier. Ouais, et ces choses-là, on ne les apprenait pas du tout à l'école. Et donc on s'est fait cette espèce d'auto-formation accélérée qui en général arrive plus tardivement quand on pratique de manière classique. On va en agence, on bosse, on gratte pendant quelques années, puis au bout d'un moment on se met à faire du chantier. Cette pratique du chantier, mais aussi du faire par nous-mêmes, nous a permis en fait, de dessiner, de concevoir les choses aussi de manière complètement différente. Oui, et puis peut-être aussi d'aller plus vite vers de l'expérimentation. Oui, exactement. Et en fait, d'être rassurant, je pense, par rapport à nos clients. C'est de dire, on va expérimenter, mais comment t'expérimentes, où tu vas, où est-ce que ça va finir. Et en fait, très vite, avec l'outil de travail qu'on avait, donc cet atelier, ça nous a permis d'aller voir des gens avec à la fois un plan, une image 3D, un échantillon et un morceau de prototype échelle 1. Et très vite d'avoir cette espèce de synthèse globale du projet, exprimée avec plein de médiums différents, mais qui permettait de faire comprendre où est-ce qu'on allait aller. Et aussi de faire comprendre quel était l'inconnu, la marge d'inconnu qu'on allait découvrir au fur et à mesure de l'expérimentation, et le connu. Et je pense que ça, c'était assez important. Il n'y a pas très longtemps, vous avez réalisé la boutique appartement au Cap Ferré Pain-Paulin. Vous avez aussi réalisé pour Ducasse quelque chose à Tokyo, c'est ça ou non? Oui, c'est Tokyo. Il y a eu une manufacture de chocolat à Tokyo, il y a quelques années. Ouais. Donc vous êtes sollicité pour créer des lieux. Quelque part, vous fabriquez l'espace à vivre, mais vous le fabriquez pour des gens qui fabriquent eux-mêmes. Oui, c'est vrai que c'est un... Alors, c'est pas le cas tout le temps. Hein. Oui. Les espaces de production, c'est un sujet. C'est un sujet. Dans le sens où notre propre lieu de travail est un lieu de production. Historiquement, on était dans un atelier où il y avait une petite mezzanine avec un petit bureau. Et aujourd'hui, on va dire que l'atelier fait une taille égale par rapport au bureau, donc on a rééquilibré les choses. Mais il y a vraiment cette idée que
les lieux où on travaille doivent être à la fois, on doit produire, donc il y a toujours cet aspect fonctionnel, mais c'est aussi des lieux qui doivent être inspirants, en fait. Quand on a fait la boutique avec Paulin au Cap-Ferret, déjà, ce projet-là, c'est une rencontre avec, il y a une anecdote avec lui qui est assez forte, en fait, c'est qu'il nous a appelé un jour en disant, voilà, je vais devenir boulanger et quand j'aurai ma boulangerie, je vous appellerai. On dit ok. Mais pour le moment, je suis pas boulanger. Et je vous rappellerai, vous inquiétez pas, je vous rappellerai. Puis on a attendu, 1 an plus tard, il fait, ça y est, je suis en train de faire ma formation de boulanger, je vais bientôt devenir boulanger. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs années, parce que sa formation de boulanger, ça prend plusieurs années, puis il nous rappelait régulièrement. Donc au début, on le prenait, on l'a pas pris forcément au sérieux, et puis plus ça approchait, on se disait, ah, si, il a vraiment l'air sérieux. Et il y avait pas l'ombre d'un doute qu'il voulait faire le projet avec nous. Donc il y a eu cette espèce de confiance, de fait qui s'était établie. Et un jour, il nous appelle en disant, c'est bon, j'ai le local, j'ai acheté une ancienne poissonnerie au Cap-Ferret, au Petit Piquet exactement, et je veux faire la boulangerie ici. Pour lui, c'était un projet de vie, déjà, c'est un changement de carrière total. Et donc, il y avait cette idée de travailler et d'habiter, qui est le cas de beaucoup de boulangers, parce que c'est un métier, on se lève tôt, évidemment. Donc, le fait d'habiter au-dessus de son lieu de travail, en tout cas très proche, est une condition qui simplifie beaucoup de choses. Mais du coup, le projet prenait aussi, avec cette combinaison d'habiter, de travailler, une ampleur assez intéressante, et qui finalement, pour nous, regroupait aussi des sujets qu'on avait travaillés de manière séparée jusqu'ici. On avait fait beaucoup d'habitats, de maisons, d'appartements, pas mal de boutiques. Et en fait, avec lui, c'était une espèce de projet global. Et donc ça nous a amené à imaginer, c'était aussi notre premier bâtiment neuf. C'était pas une extension, c'était pas une rénovation. La poissonnerie qu'il avait achetée était vraiment en état de délabrement, on pouvait rien garder. Donc on a décidé de la démolir et de reconstruire un bâtiment neuf. Et donc la genèse de ce projet-là est effectivement née de sa manière de montrer son travail. Ce bâtiment, c'est d'abord un laboratoire de boulangerie qui est posé au bord de la route. Vous aviez déjà fait du casse Oui, on avait fait la brasserie au Halles pour Alain Ducasse avec moins malheureusement de transparence sur la cuisine. Alors après, c'est toujours des normes de feu, tout ça, c'est compliqué. Mais cette envie de montrer les choses en train de se faire avec Paulin a été poussée à un point. Lui, il avait cette envie de transparence totale en disant j'ai rien à cacher. Donc voilà, le rez-de-chaussée est un volume en béton complètement transparent sur la rue, et puis à l'étage on a cette cabane en bois posée au-dessus. Inspirée par les cabanes de pêcheurs, c'est ça? Oui. Il y a effectivement, au Cap-Ferret, on est aussi très poussé par le PLU pour rester dans le gabarit des cabanes ostréicoles, mais qui au final correspondait extrêmement bien au projet de Paulin. D'accord. Et du coup, là, vous avez tout réalisé. Je sais que vous avez une envie aussi d'aller vers des projets un petit peu plus architecturaux, et vous avez répondu à des concours. Oui. Voilà. Donc, c'est peut-être un appel. Est-ce que vous avez des choses dans vos cartons ou en gestation de plus grande d'architecture, plus importante en termes de mètres carrés, on va dire? On est en train, en fait, de déménager nos locaux. Et on a décidé de faire le pari d'acheter une parcelle et de construire notre propre lieu de travail. Un démonstrateur. Voilà. Donc ça, c'est pour nous, c'est un peu une espèce d'aboutissement, je dirais. Peut-être s'il y a une forme d'accomplissement dans ce projet, alors il n'est pas fini. Mais je pense que c'est aussi une envie de synthèse de tout ce qu'on a fait jusqu'ici et d'ouverture vers effectivement l'échelle davantage architecturale. Donc c'est un peu un projet charnière pour nous. Collectif, donc vous le faites avec les associés. Bien sûr. Et vos équipes. Vous êtes combien? Aujourd'hui, on est 25. Et donc ce projet pour nous, c'est vraiment l'occasion de créer une espèce de lieu déjà qui soit pas que un lieu de travail. Je pense le projet de Paulin, aussi révélateur de ça, c'est-à-dire la cohabitation des programmes est quelque chose qui, je pense, fait vivre les bâtiments. La question des rythmes auxquels on active les lieux.
Il y a l'idée effectivement aujourd'hui d'aller faire un programme donc une partie de logement dans les futurs bureaux. Pas forcément pour loger les associés ou des gens de l'équipe, mais plutôt loger d'autres personnes. Il y aurait un étage dédié donc, à toute la partie atelier, fabrication, prototypage, qu'on a aujourd'hui, qui est très réduit. Donc là, on lui donnerait une autre ampleur beaucoup plus importante. Tout un plateau de bureaux et il y a une petite maison sur le terrain qu'on garde, qui est déjà un logement qu'on garderait aussi en logement, donc il y aurait 2 logements sur la parcelle, et un troisième élément qui serait plutôt de l'ordre du commerce. Donc il y avait l'idée de faire un restaurant, on est plutôt aujourd'hui en train de transformer autour d'un commerce de proximité, pour aussi se dire qu'on fait un projet pour nous, mais aussi pour un quartier. Donc c'est à Montreuil, c'est à côté des locaux qu'on a actuellement. C'est un quartier très pavillonnaire où il y a assez peu de commerce, en fait. Donc on s'est dit qu'il fallait aussi, pour s'intégrer dans ce tissu de maisons, d'habitation, rentrer en contact avec les gens, offrir un programme qui fédère aussi un peu tout ça. Il y a une question d'échelle, donc c'est un bâtiment assez grand, on va avoir au total à peu près 800 mètres carrés. Alors pas tout pour nous, évidemment, donc il y a des parties de logement, il y aurait un grand jardin, quasiment 800 mètres carrés. Le bâtiment va être assez imposant, donc il y avait aussi l'idée de ne pas arriver et de poser notre gros bâtiment et puis on fait nos histoires à l'intérieur, mais c'était de se dire en détachant symboliquement un morceau et en donnant un programme qui s'adresse à tout le monde, de rendre plus bienveillant ce projet. D'accord. Vous avez travaillé vous-même le modèle économique ? Ouais. Et vous avez des appels à lancer ou non ? Non, je crois qu'il y a, Ouais. il y a une envie d'indépendance sur ce projet-là, qui est un challenge, hein, évidemment, quand on est une agence d'architecture à financer un projet comme ça. Mais on a envie que ça soit expérimental. Donc, de garder la maîtrise de tout. Oui, voilà. Il y a emmener des gens dans l'expérimental, c'est jamais évident, surtout quand c'est des investisseurs. Oh oui. Donc il y a effectivement cette envie de pousser au maximum ce projet de manière indépendante, d'en faire un démonstrateur évidemment, pour aussi démontrer de quelle manière on a envie de faire l'architecture, en fait. Et que finalement aujourd'hui on a rencontré malheureusement très rarement en fait dans la commande. Donc je pense que voilà, Paulin, c'est un moment, une commande précise qui a généré un projet idéal parce que on a tout dessiné de l'architecture jusqu'à la poignée de porte de sa chambre. Et c'est comme ça qu'en fait on a envie de faire les projets, évidemment. Sauf que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Oui, parce que ça se fait sur un temps long. Oui, avec ça se fait une très grande honnêteté. Ouais. Et après, c'était toujours aussi des histoires de budget, évidemment. Donc voilà, un peu, c'est l'idée de ce projet. Et pour nous aussi, c'est de pouvoir déployer tout le travail qu'on fait aujourd'hui à l'atelier. Peut-être le sujet du lieu de travail de l'atelier, il est assez intéressant, historiquement parlant, la manière dont il a évolué. À la base, donc on a loué un atelier dans lequel on avait un petit bureau. Ensuite, on a déménagé dans les locaux dans lesquels on est à Montreuil, où tout était ouvert et on travaillait dans l'atelier, on avait des ordis pleins de poussière. Et puis voilà, il y a un moment où on a dit dissocier physiquement un peu les choses pour avoir moins le bruit des machines à bois dans les oreilles, moins de poussière partout. Il y a eu une époque où on a monté même un atelier à la campagne. C'est à l'époque où on était chez Merci, on fabriquait tout le mobilier. On s'est dit qu'on allait développer une unité de production de mobilier, qui était une erreur. Parce qu'en fait, on s'était, via cet outil de travail, finalement, se dessinait une espèce d'envie d'auto-éditer, enfin, éditer et produire nos propres collections de mobilier. Mais en fait, on se doutait pas de tout ce qui allait avec, des process, de la les gestion, machines, gestion, emballage et SAV. La chaîne est longue quand on se lance là-dedans. Et en fait, aucun de nous n'avait fondamentalement envie de faire ça. Donc à un moment, on s'est dit, soit voilà, on embauche quelqu'un et on crée une espèce de petite usine indépendante et puis on va trouver des magasins de par le monde pour vendre nos mobiliers. Soit on replie et on essaie de se concentrer sur finalement ce qui fait l'intérêt central pour nous dans la question de fabriquer. Et en fait, après toutes ces années-là, l'idée n'est pas
dans le fait juste de fabriquer, l'idée dans le fait d'utiliser ça comme un outil de conception. Le fait de fabriquer n'est pas une finalité, c'est ça que je veux dire. Et en fait, pour nous, le plus important, c'est de mettre au même niveau la feuille de papier, le crayon, l'ordinateur et l'atelier, comme des outils travail, d'exploration, de conception et d'expression d'une architecture potentielle. Alors, le développement durable est rentré forcément dans votre propos et ça s'intensifie, je crois, d'après ce que j'ai compris. Vous travaillez avec des entreprises qui s'occupent de recyclage ou vous vous en... Alors comment On s'en charge nous-mêmes. vous vous en chargez? Ouais. Non, sur le sujet du développement durable, je dirais que c'est quelque chose qui a toujours été là, en fait, depuis le début où on a commencé, mais qu'on n'a jamais formalisé, on n'a jamais utilisé le mot dans nos communications, parce qu'on n'a jamais ressenti le besoin. Parce que je pense qu'il y avait, dans la simple idée de faire, et dans la manière de faire les projets, quelque chose qui se suffit à lui-même, pas besoin de rajouter des mots et des logos. Enfin, je pense que on a toujours été dans cette espèce d'envie déjà d'humilité, pas raconter de salade, et plutôt démontrer par le faire. Et plutôt de dire je vais faire du développement durable, c'est plutôt de dire ok, évidemment on va tous en faire parce que c'est ce qu'il faut faire pour s'acheter une bonne conscience aujourd'hui, mais réellement comment tu le fais? Enfin, pour moi ça passe par des actes plus que par des mots. Et donc ça c'est ancré pour nous dans la pratique depuis le début, à la fois dans le choix des matières. On a en fait très vite voulu travailler avec les matières les plus brutes et les moins transformées possibles, à la fois pour des questions juste de sensibilité, d'expressivité de la matière, parce que c'est beau, tout simplement, mais aussi parce qu'il y a un moment où il y a un souci d'économie là-dedans. À la fois d'économie de moyens, quand on faisait les projets au début pour des particuliers où il fallait être efficace, il fallait trouver des matériaux pas chers. En fait, au final, plus le matériau est brut, moins il est cher aussi. Mais au final, plus il est brut, moins il est transformé, moins il impacte l'environnement. Donc il y a eu aussi toute cette compréhension de la chaîne de transformation des matériaux qui a été hyper structurante pour nous et qui fait qu'aujourd'hui, recycler un matériau, réemployer un matériau, c'est une évidence qu'on pratique. Après, on ne s'est jamais empêché d'aller utiliser des matériaux neufs, évidemment, des choses difficilement recyclables. Je dirais ce qui s'intensifie aujourd'hui, c'est qu'on s'impose de plus en plus, effectivement, de tout passer à ce crible-là pour être le plus vertueux possible. Donc il y a évidemment une évidence et une urgence à trouver des solutions, formuler des solutions concrètes. Donc c'est ce qu'on fait depuis 2-3 ans en fabriquant nos propres matériaux, en travaillant sur la question du déchet. Donc qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Sur la question du réemploi, de la démontabilité, par des réflexions sur des assemblages. Et tout ça, effectivement, est au cœur en fait, de la recherche et du travail d'expérimentation aujourd'hui. On a toujours expérimenté. Aujourd'hui, je dirais qu'on le concentre, en tout cas depuis une année, sur cette question du matériau, parce qu'en fait, c'est effectivement là où beaucoup de choses se concrétisent, se génèrent, enfin, l'impact carbone de tous nos bâtiments. Et en particulier, donc, on mène un projet dans le cadre de FAIR, donc, qui est le programme lancé par la mairie de Paris et le pavillon de l'Arsenal. On a été lauréat en 2019. Donc là, ça fait 1 an qu'on bosse sur le développement d'un matériau de sol à base de plâtre et de déchets issus de la déconstruction. Donc ça, très concrètement, c'est un projet qui a été généré dans le cadre de nos futurs locaux, où il y a 2 maisons existantes. On en garde une, mais il y en a une qu'on démolit pour gagner un grand jardin, parce qu'elle est difficilement exploitable. Mais on s'est donné comme règle de jeu de ne pas sortir de déchets de la parcelle, d'essayer au maximum de les digérer in situ. Donc c'était né comme ça cette idée de se dire on va être dans un bâtiment en bois sur l'extension principale, donc on garde la petite maison qui existe, on fait une grande extension en bois sur 3 niveaux. Et on s'est dit, quand on fait des structures bois, des sujets d'acoustique, le bois vibre beaucoup, donc il faut lui ramener de la masse. Et au final, on s'est dit, la masse, elle est ici, elle est déjà sur le site dans cette maison, donc on va la concasser, on va la broyer et on va la réinjecter à l'intérieur de ce bâtiment. Et en faisant tout ça sur le site.
Donc générer le moins aussi de transport, de stockage de déchets, parce que ça, c'est des gros sujets. Arrêter aussi de ponctionner des ressources en sable qui s'épuisent et générer notre propre granulat, en fait, à partir de ces démolitions. Et l'idée d'amener le plâtre à la place du ciment, en fait, dans les sols. Faut savoir que c'est un matériau qui prend beaucoup moins d'énergie, en fait, à cuire que le ciment. Et que historiquement, en fait, avant qu'il y ait du ciment, beaucoup de sols étaient faits effectivement en plâtre. Donc il y a aussi cette idée, on n'est pas en train de réinventer l'eau chaude, le plâtre a toujours existé. Simplement, cet usage-là du plâtre dans les sols est quelque chose qui a complètement disparu et qu'on a aujourd'hui beaucoup remplacé par le ciment. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi, c'est d'aller juste réexplorer quelque chose qui a existé et qu'on pourrait réactiver. Donc il y a des filières qui existent encore, mais qui sont marginales. C'est un produit qui est appliqué dans des monuments historiques par une poignée d'artisans. Nous, l'idée, là, c'est de se dire, est-ce qu'on est aujourd'hui capable de le réintégrer dans des projets plus conséquents, contemporains, standards aussi, d'architecture. Donc l'idée est de se dire, nos bureaux seront le démonstrateur. Le démonstrateur de ce matériau-là. D'accord. Alors, comment voyez-vous le futur? Et pour finir, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? Le futur. Peut-être que le futur pour vous, ou de manière plus globale, je sais pas, vous avez par moment certainement des idées qui vous traversent? Je vais peut-être formuler une réponse très, très pragmatique. Enfin, parler du futur aujourd'hui, tout est tellement incertain que c'est un peu compliqué. Pour ramener ça, je pense au sujet de l'architecture et de pratiquer l'architecture. Je pense qu'on est convaincus en fait de la manière dont on a voulu la pratiquer et dont on la pratique depuis toutes ces années. C'est quelque chose qui fait de plus en plus sens et que c'est de plus en plus évident qu'il faut en fait mettre tout le monde autour de la table. Quand je disais tout à l'heure, aujourd'hui, les outils qu'on utilise pour projeter l'architecture sont autant dans la projection, on va dire, immatérielle, conceptuelle, via tous les outils numériques, le BIM, tout ça. Mais je pense que la question du matériau, de la fabrication, de la mise en œuvre, des filières, est en train de devenir aussi important. Et sauf que le métier, il n'est pas structuré aujourd'hui pour permettre ça. Donc il y a plein de gens en ce moment qui mettent une énergie folle à structurer ces filières, à faire en sorte que tout ça devienne fluide. On fait des projets avec des bureaux d'études environnement qui inventent un métier quasiment pour que toutes ces choses-là soient possibles et se réintègrent dès la conception. Nous, il y a toujours un truc contre lequel on s'est pas battu contre, mais on est allé à l'encontre finalement de la loi MOP. Donc c'est un vrai sujet qui est assez passionnant, mais qui est... En même temps, beaucoup d'architectes regrettent cette... En fait, nous, la manière dont on a pratiqué à petite échelle, Oui. on a deux structures. On a une structure de menuiserie, une structure d'architecture. Notre structure d'architecture a du coup des intérêts dans la structure de menuiserie, chose qu'on a dû du coup déclarer à l'ordre des architectes parce que on est censé ne pas avoir d'intérêt dans des structures liées au secteur du bâtiment. Donc potentiellement, on peut, dans un appel d'offres, effectivement, ne pas répondre à un appel d'offres dans lequel on aurait assuré la conception, ce qui est complètement normal d'un point de vue de la concurrence. Mais cette dissociation, je pense, des structures et du métier fait qu'aujourd'hui, mettre autour de la table une entreprise dès le début, comme un partenaire, comme une personne pour établir un dialogue potentiel et émettre des solutions concrètes très vite, c'est compliqué. Donc il y a évidemment ce sujet de la mise en concurrence, mais au final, il y a ce sujet des savoir-faire. On a le sentiment qu'il y a une espèce de mécanisation de la dissociation de je dessine et ensuite je fabrique, et que cette dissociation-là, en fait, nous fait perdre énormément de temps, d'énergie et d'impossibilité, en fait, de formuler des réponses qui soient très, très concrètes. Donc on a souvent dit, oui, mais si on met les entreprises trop tôt autour de la table, on va s'empêcher de créer, on va s'empêcher de penser, on va s'empêcher d'inventer.
Et en fait, nous, l'expérience qu'on a eue, c'est que c'est tout le contraire. En fait, ça nous a permis de découvrir des territoires, des manières de faire les choses qui étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus renseignées, en fait, précises, généreuses, qu'en les dissociant et en pensant que moi, seul architecte, derrière mon petit ordinateur, je vais inventer des choses. Finalement, le conseil que vous donneriez aux étudiants, c'est peut-être justement d'aller se confronter à la matière Et je pense qu'ils l'ont compris, en fait. dans les écoles Ouais, aujourd'hui. enfin, nous, on reçoit plein, voilà, toutes les candidatures qu'on reçoit, des gens qui font des mémoires, des recherches, des thèses, avec qui on discute régulièrement. C'est là. Il n'y a pas de... Voilà. Donc ça fait plaisir, en fait, de se dire que c'est plus un sujet et que c'est une évidence, sauf que d'un point de vue pédagogique, ça ne suit pas, parce que les écoles sont pas équipées, certaines, enfin, n'ont pas les outils, n'ont pas non plus les cursus faits pour accueillir ça. Et je pense que la pratique du métier ne permet pas ça non plus, et que je pense que si on n'avait pas monté notre propre structure, on n'aurait jamais pratiqué l'architecture comme ça. Et en fait, on a monté une structure à l'image du projet qu'on voulait faire, et pas l'inverse. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est rare. C'est un vrai sujet, en fait, le sujet de comment on pratique l'architecture et comment finalement les formes juridiques par lesquelles on la pratique nous permet cette articulation. cette articulation et de s'accorder à notre projet. Et voilà. Un mot de la fin, je pense. Non, c'est que je pense qu'il faut continuer, et que je pense qu'il y a plein d'énergies qui sont là, qui se dessinent, et il faut juste continuer à pousser. Voilà. Pour que ça prenne sens, quoi. Et je suis convaincu que ça va arriver. Merci beaucoup d'être venu témoigner d'un Com d'Archi. Je tenais à vous recevoir parce que j'avais repéré votre travail déjà depuis longtemps. Et je trouvais ça très intéressant justement de voir s'exprimer des choses extrêmement simples de la vie de tous les jours, confrontées à des marques, à du luxe, à de l'excellence. Et en effet, je pense que c'est une belle voie. Voilà, bravo pour tout votre travail. Et puis, à bientôt. Merci. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.